Voilà, normalement ça marche. J'espère que ça marche. Donc bonjour à tous, merci d'être venus à cette visioconférence sur l'ESPCI où on va vous présenter la formation à l'ESPCI, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être étudiant ingénieur à l'ESPCI. Donc je vais commencer par une présentation avec un PowerPoint où je vais un peu vous présenter pas par pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à un moment, à mettre la question dans le chat. On essaiera d'y répondre pendant le PowerPoint. Ou alors, on aura une séance de questions à la fin du PowerPoint. Alors, est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Parfait. D'accord, super. Donc pour l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui dans ce Zoom? On va commencer par parler des admissions à l'ESPCI. Donc je pense que ceux qui sont connectés ici, vous savez à peu près comment ça marche, mais on va faire un petit rappel sur ce qui a potentiellement changé avec le coronavirus et aussi comment ça se déroule. Ensuite, on parlera du fonctionnement des études ici à l'ESPCI, donc à la fois comment marche l'enseignement en termes d'équilibre TP, horaire, enseignement scientifique face à enseignement non scientifique. Et on essaiera justement de vous expliquer comment ça marche. Et pas seulement pour la première année, mais aussi pour les 4 années à l'ESPCI, sachant que la quatrième, on vous parlera de cette année qui est un peu spéciale à l'ESPCI. Et enfin, pour le troisième point, on vous parlera des perspectives après l'ESPCI. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en sortant de l'ESPCI? Est-ce que les élèves vont faire plutôt de la recherche? Est-ce qu'il y a des thèses? Et surtout, vers quel monde de travail s'orientent les élèves après l'ESPCI? Donc, pour cette première session, on accueille avec nous différents invités. Donc, on a parmi nous M. Rémi Carminati, qui est donc l'enseignant du module ondes électromagnétiques à l'ESPCI, notamment en première année, et qui est aussi l'ancien directeur de la recherche à l'ESPCI. Donc, normalement, vous le voyez avec les vidéos. On accueille aussi Pierre Marcaille, qui est donc étudiant en fin de troisième année à l'ESPCI, qui est donc candidat pour le diplôme d'ingénieur là à la fin de l'année, et qui a pris une spécialisation en chimie. On vous expliquera ce que sont les spécialisations un peu plus tard. On accueille aussi Pierre Lehérisset, qui est donc étudiant en fin de quatrième année de l'ESPCI, qui est donc déjà son diplôme d'ingénieur et qui étudie actuellement en master chimie Paris-Centre en spécialité des matériaux. Et enfin, on a avec nous aussi Louis Vaquier, qui est étudiant en quatrième année à l'ESPCI, diplômé ingénieur ESPCI comme Pierre Lehérisset, et qui est en master de physique à l'ENS ICFP en spécialité matière condensée. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de poser une question, à nous la dire dans la conversation. Et même, vous pouvez adresser vos questions si vous avez une question adressée à un invité particulier. Les admissions. Donc, comme vous savez, il y a deux principaux types d'admission à l'ESPCI, soit une admission sur concours, soit une admission sur dossier. Les admissions sur concours, je vous rappelle que les dates qui ont été changées à cause du coronavirus sont du 22 au 26 juin pour les concours écrits. Et il n'y a pas d'euros cette année pour le SPCI. Et donc, les coefficients des épreuves ont changé. Donc, vous pouvez trouver toutes ces informations-là sur le site de l'ESPCI Paris si jamais vous n'avez pas le temps de les noter. Mais donc, on a notamment les maths qui ont un coefficient 10, la physique A et la physique B sont à des coefficients 8, la chimie a un coefficient 13, le français 4, et la langue vivante obligatoire est à un coefficient 4 aussi. Donc, ces coefficients ont changé justement parce qu'il y avait l'annulation des euros. Pour les modalités des concours écrits, je vous rappelle qu'elles ont un peu changé à cause des normes sanitaires. Donc, il faut arriver plus tôt. Et tout ça, on en a parlé un peu plus dans le Zoom de la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube si vous n'étiez pas là pour pouvoir retrouver toutes ces modalités. Et si jamais vous avez des questions, on peut en reparler à la fin de la séquence. Donc, après, vous aurez vos résultats d'admission. Et on espère vraiment que vous serez admis à l'USPCI pour pouvoir vous accueillir ici et que vous puissiez rejoindre notre école qui nous plaît tant. Donc, la deuxième voie d'admission à l'ESPCI, ce sont les admissions sur dossier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concours écrit à passer. Ces admissions concernent les élèves qui ont fait des classes préparatoires en chimie, donc les CPI. Elles concernent également les élèves qui viennent de prépa autres que PC, donc ceux qui ont fait PC-PST, ceux qui ont fait PSI ou MP, et également tous les élèves de licence. Pour cela, il a fallu que vous déposiez votre dossier, donc normalement, la chose a déjà été faite puisque le dépôt des dossiers se fait plus tôt dans l'année. Et pour l'instant, les résultats d'admissibilité ne sont pas encore sortis à cause justement de la situation de crise que nous sommes en train de vivre.
Les dossiers sont en train d'être analysés et les résultats sortiront prochainement. Et il y a pour l'instant des euros qui sont maintenus et nous n'avons pas d'informations officielles sur le fait que ces euros pourraient être modifiés ou non. Pour les oraux, le format classique des oraux, c'est 3 oraux, donc 2 analyses de documents scientifiques, où à chaque fois, vous avez 2 heures de préparation sur un document et ensuite vous passez à l'oral, un en chimie, un en physique. Et ensuite, le troisième oral est un entretien de motivation que vous passez seul face à un jury. Et une fois encore, vous obtenez les résultats et vous décidez ou non d'intégrer le SPCI. Comment fonctionnent les études? Alors, voici l'emploi du temps de la première année à l'ESPCI. Donc, vous pouvez le voir tout de suite, tout ce qui est en bleu clair, ce sont des TP. Donc, il y a beaucoup de TP. Mais c'est justement comme ça qu'on apprend de manière pratique. Et je pense que les élèves vous en parleront un peu plus après. Pour ma part, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, les TP. Et c'est vraiment le moment, justement, de mettre en application le cours qu'on a vu pendant l'amphi et juste de comprendre ce qui se passe, en fait, d'être au cœur du sujet. Donc, comme vous le voyez, il y a 4 heures le lundi, le mardi après-midi et le mercredi matin de cours qui se passent donc en amphithéâtre. Donc, généralement, pour les cours, je ne sais pas comment ça va évoluer avec la situation sanitaire, mais normalement, le cours est les 80 élèves de la promotion sont ensemble pour le cours dans l'amphithéâtre. Et parfois, il y a des TD qui sont en petits groupes, trentaine de personnes à chaque fois, ou vingtaine même d'ailleurs. Pour les TP, on est aussi divisé on a 3 groupes dans la promo, donc on est une trentaine à chaque fois. Et les TP tournent par cycle, c'est-à-dire que tout le monde ne fait pas les mêmes TP en même temps. Et donc, ça alterne. Par exemple, certains commencent en première année par la chimie, d'autres par la mécanique, et certains font à côté alors, le troisième TP en première année. Bon, il y a la biologie, par exemple. C'est pas au même semestre, mais à chaque fois, ça tourne, en tout cas. Il faut savoir qu'en milieu d'année, les lundis après-midi sont libérés. Il n'y a plus de TP, mais il y a des conférences qui sont faites par les entreprises, qui sont l'occasion justement d'aller à la rencontre des entreprises, d'obtenir potentiellement des stages et surtout de découvrir autre chose que le laboratoire, de voir qu'est-ce qui se passe à côté, qu'est-ce qu'on peut faire plus tard après une école d'ingénieur. On a également de l'anglais obligatoire toutes les semaines. Et on a quelque chose qui est très particulier à l'ESPC et qui est d'ailleurs spécifique à l'ESPC, il me semble, ce sont les tutorats. Comment ça fonctionne un tutorat? En fait, vous vous retrouvez, on vous donne un sujet à l'avance que vous travaillez sur généralement un article de recherche avec des questions. Et vous vous retrouvez ensuite face à un tuteur. Et vous êtes par groupe de 5-6. Et en fait, ce tuteur va détailler avec vous l'article scientifique et répondre aux questions avec vous. Donc, c'est l'occasion idéale pour vous d'être face à un chercheur qui est là justement pour parler de ce qu'il sait faire et du sujet que vous êtes en train d'étudier. Donc, c'est vraiment une très bonne manière pour être très proche de la recherche et accompagner en tant qu'élève. C'est-à-dire que là, on pose toutes les questions qu'on veut. On a un cours pour nous, en fait. C'est un cours particulier, vraiment. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît beaucoup à l'ESPC, en tout cas. Donc, voilà pour l'emploi du temps en première année et pour le fonctionnement des cours, on va dire. Je vais laisser monsieur Rémi Carminati intervenir pour parler un peu de comment fonctionne son cours d'ondes électromagnétiques et comment il organise l'amphithéâtre et les TP. Très bien, merci. Écoutez, très heureux de participer à cette session Zoom. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je suis physicien à l'ESPCI. Et on a dit tout à l'heure, quelqu'un mentionnait le fait qu'avec CRI, que c'était une école qui était très tournée vers les sciences. Donc, ça, c'est vrai, c'est une particularité. Et donc, les enseignants-chercheurs de l'ESPCI sont tous des chercheurs en activité et qui font de la recherche de premier plan. Donc, ça, c'est vraiment important. L'ESPCI, en termes de formation et l'ESPCI en tant que centre de recherche, c'est des choses qui sont complètement mélangées. Donc moi, je suis chercheur physicien dans le domaine de la physique des ondes et j'enseigne en première année actuellement un cours qui s'appelle ondes électromagnétiques. Alors j'enseigne aussi en troisième année actuellement un cours qui s'appelle ondes en milieu complexe. Et puis j'ai enseigné pendant 8 ans le cours d'optique qui est en deuxième année. Donc j'ai enseigné dans les 3 années et pas mal de choses différentes autour des ondes. Donc si vous avez des questions autour de l'enseignement, n'hésitez pas, pas seulement sur le cours de première année dont je vais parler. Donc, comme ça a été dit, quand on parle d'un cours, d'un enseignement, globalement, il y a plusieurs activités. Donc, il y a les cours et les TD, les TP et les préceptorats. Donc, tout ça est coordonné de manière assez fine. Donc, le cours dans l'électromagnétique, c'est un cours qui a 15 heures de cours et 5 heures de TD. Donc, la partie, on va dire, cours académique, cours en amphi et TD, c'est 20 heures de cours, 20 heures au total. Et les TP, regarde ça, c'est 36 heures. Donc, ça illustre ce qui a été dit, c'est que c'est une activité majeure, les TP à l'ESPCI, et les étudiants passent à peu près la moitié de leur temps sur les 3 années
dans des TP, à faire des TP ou à faire des projets dans des laboratoires. Donc ça illustre aussi vraiment ce mélange entre la recherche et l'enseignement. Et donc, les TP sont organisés dans le cours en question, hein, parce qu'après, les volumes et l'organisation sont un peu spécifiques cours par cours, en demi-journée. Donc, il y a 8 demi-journées de TP. Donc, c'est 8 fois 4 heures. Et puis, il y a une séance de restitution. Et donc, c'est regroupé en 4 thèmes. Je ne pense pas que ça soit utile que je rentre vraiment dans les détails. Les étudiants de l'école pourront vous dire un peu plus comment ça se passe concrètement, les TP, si vous avez des questions. Mais ce qui est important, c'est de penser que chaque enseignement de SPCI est construit autour de l'articulation cours TP et cours TD et TP, et qui a cette activité très particulière, qui est une activité de luxe. Il y a très peu d'écoles et encore moins d'universités qui peuvent se permettre de faire ce qui a été mentionné, qui s'appelle les tutorats. Donc une activité où on demande à un petit groupe d'élèves de réfléchir sur un sujet qui en fait vient en approfondissement du cours, et puis qui se paye le luxe de passer 2 heures dans une salle avec un chercheur en activité qui va parler avec eux du sujet. Donc là aussi, c'est une proximité recherche-enseignement sous une forme assez inédite. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à l'école et qui rentre vraiment dans l'esprit de l'école. Je voulais mentionner aussi une chose. J'ai parlé de recherche et d'enseignement qui sont très liés à l'ESPCI. C'est vraiment une caractéristique. Ce qu'on pense, c'est que les ingénieurs actuels qui vont se tourner vers les technologies de pointe, ils ont besoin d'une formation par la recherche très poussée. Donc, ce modèle ESPCI, il y a 2 choses que je voudrais rajouter, c'est que c'est recherche et innovation. Donc, à l'ESPCI, nos étudiants, non seulement ils croisent plein de chercheurs tout le temps dans leurs cours, dans leur TD, dans leur préceptorat et surtout dans leur TP où ils sont dans les labos, mais ils croisent aussi plein de gens qui créent des boîtes. Il y a, alors aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a, mais il y a entre 15 et 20, je ne sais pas le chiffre exact aujourd'hui, startups qui sont incubées dans nos murs. D'accord ? Donc, l'ESPCI, l'enseignement est aussi très tourné vers l'innovation. Et donc, non seulement on forme des ingénieurs qui vont travailler dans des grands groupes industriels, qui vont souvent commencer leur carrière, la plupart du temps, par la R&D, mais maintenant, on forme de plus en plus de gens qui vont se tourner vers l'innovation et la création d'entreprises. Et la deuxième chose importante, on a mentionné là tout à l'heure l'idée de la 4e année, je pense que nos étudiants vont vous en parler un peu plus, mais ce qu'on pense aussi à l'ESPCI, c'est que pour former des ingénieurs qui vont changer un peu les choses dans le domaine des high-tech, il ne faut pas 3 ans, il faut 4. Et donc, au bout de 3 ans à l'ESPCI, vous obtenez un diplôme d'ingénieur de l'ESPCI, mais avec une 4e année qui est facultative officiellement et qu'à très peu d'exceptions près, tous les étudiants font. Vous faites en plus de ça un master M2, donc une année de formation complémentaire à la recherche, et avec l'ensemble, vous obtenez un diplôme qui s'appelle Advanced Master of SPCI, qui est, au bout de 4 ans, le diplôme complet qu'on estimait de celui de la formation vraiment attendu pour être un peu disruptif dans les technologies de pointe. Donc, si vous avez des questions à me poser sur comment se passe un cours concrètement ou des questions plus générales sur l'enseignement de l'ESPCI, n'hésitez pas. Alors, ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, dans la conversation. Et je vais continuer la présentation. Merci beaucoup, monsieur, pour avoir précisé tout ça. Donc, maintenant, je vais passer à... Alors, si mon PowerPoint fonctionne, voilà. OK. Donc, la répartition des cours, parce que je vous ai montré un emploi du temps classique d'une semaine à l'ESPCI, mais ici, on va pouvoir voir quelle type de sciences on fait durant toute l'année. Donc, ce graphique l'explique très bien. On a à peu près la moitié de l'enseignement qui est de la physique. Après, on a un peu de physico-chimie, un peu de chimie, enfin même pas mal de chimie d'ailleurs, un quart de chimie à peu près, et de la biologie et des maths. Donc, le SPCI, est-ce que c'est une école de chimie? Oui et non. Vous avez de la chimie si vous avez envie de faire de la chimie, vous avez de la physique si vous avez envie de faire de la physique. C'est vraiment une école où, alors oui, on a un tronc commun dans toutes les matières, un tronc commun qui est solide, mais c'est justement l'occasion après d'aller approfondir dans une matière qui nous plaît plus et d'être aux interfaces entre 2 matières. C'est-à-dire que peut-être que vous avez toujours pensé que vous aimiez que la chimie. Finalement, en fait, vous allez vous rendre compte que la physico-chimie, il y a vraiment des choses super intéressantes là-dedans ici. Et en fait, c'est l'occasion avec le SPCI de toucher un peu à tout. C'est-à-dire qu'on part sur une base qu'on connaît bien, peut-être plus de la physique ou plus de la chimie, et on se rend compte que finalement, on peut l'appliquer dans un autre cadre, et c'est vraiment intéressant.
Donc là, les cours que j'ai spécifiés à gauche sont les cours de première année. Donc en chimie, vous avez de la chimie organique et d'identification des composés inorganiques, donc RMN, spectro, etc. Ensuite, il y a de la physico-chimie, donc de la chimie des polymères et de la physique statistique appliquée. Ensuite, il y a un module physique qui comprend les ondes électromagnétiques, la physique quantique, la mécanique des solides et des matériaux électroniques, un module de maths et un module de biologie avec de la biologie cellulaire et de la biologie moléculaire. Donc, comme vous voyez, ça fait beaucoup de matières en une année. Donc, il y a du travail à l'ESPCI, il ne faut pas se mentir, mais c'est justement grâce à ça qu'on a une base solide et qu'on avance en sciences. Donc maintenant, quels sont les cours non scientifiques? Parce que comme toute école d'ingénieur, il faut remplir un certain nombre de critères pour avoir le diplôme d'ingénieur. Et une école d'ingénieur doit aussi contenir des cours qui sont non scientifiques pour former les ingénieurs de demain. Donc dans ces cours, on retrouve notamment des cours de communication orale, de gestion de l'innovation, de développement durable, de propriété intellectuelle, un cours de communication et relations sociales et un cours qui a été introduit cette année qui s'appelle pratique et analyse de communication écrite. Ces cours sont susceptibles d'évoluer d'une année à l'autre, mais c'est la trame générale qu'on retrouve avec des cours d'oral, des cours d'écrit et des cours de comment appliquer en fait nos sciences dans le monde du travail. Donc on a aussi une langue obligatoire qui est l'anglais qu'on a toutes les semaines et une LV2 qui est optionnelle. Il faut savoir ici que l'ESPCI, ça appartient à l'université PSL, donc on a des opportunités qui sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'on a l'occasion, par exemple, dans l'année, d'avoir une semaine, notamment en deuxième année, qui se passe hors de l'ESPCI pour avoir des cours hors de l'ESPCI dans n'importe quel établissement de PSL, et c'est ce qu'on appelle la semaine PSL. Donc en fait, grâce à cette université, on peut un peu avoir de temps en temps des occasions différentes de ce qu'on pense avoir juste dans une simple école, ce qui nous ouvre des portes un peu nouvelles, on va dire. Comment se passent les cours en deuxième, troisième et quatrième année? La deuxième année est répartie très similairement à la première, c'est-à-dire que l'emploi du temps est à peu près le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. La répartition des cours en termes de physique, chimie, etc., c'est à peu près la même. Et la seule chose qui est vraiment nouvelle en deuxième année, ce sont les projets scientifiques en équipe. Donc je pense que si vous venez de prépa, vous connaissez les TPE, et si vous n'avez pas fait prépa, vous vous rappelez sûrement des TPE qu'on avait fait au lycée. En fait, les PSE, c'est ça, mais en approfondi beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avec les PSE, on nous donne un sujet et on nous dit vous allez avoir l'occasion d'acheter du matériel et d'approfondir vos recherches pour ce sujet. C'est-à-dire qu'on vous donne en fait un peu un rôle de chercheur. Vous avez toujours des encadrants, mais c'est vous qui menez votre projet à bout. Et je pense que je vais laisser là tout de suite quelques étudiants parler mieux de ces projets parce que moi, je viens tout juste de les commencer, alors qu'on a des étudiants ici qui les ont terminés. Donc s'il y en a un qui veut prendre la parole, n'hésitez pas. Je peux parler du mien si tu veux, Vas-y, Pierrot. Alors, déjà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre, je suis en fin de troisième année maintenant à l'ESPCI. Et pour revenir sur les PSE, donc l'idée, c'est de travailler par groupe de 3 la plupart du temps, souvent sur un article ou une certaine bibliographie sur un sujet. Et les professeurs qui proposent ces sujets les ont pensés pour que ce soit des sujets adaptables au laboratoire, pour que nous, ensuite, avec nos connaissances, on puisse commencer à travailler le sujet. Donc pendant un an, donc à partir d'avril de première année jusqu'à avril-mai de deuxième année, on a en moyenne une après-midi par semaine où on travaille sur notre sujet à 3 de façon relativement autonome. Donc moi j'avais travaillé sur des métallopolymères autocicatrisants. Donc c'est des polymères, donc des matériaux qui quand on les coupe et que juste on les recolle, on les met en contact, ils cicatrisent et donc ils peuvent se remettre. On peut reformer un seul et même matériau et c'est pas un phénomène d'adhésion ou de colle, c'est vraiment les liens chimiques à l'intérieur qui se refont. Et donc pendant un an avec du coup 2 autres camarades, on avait travaillé à la fois la synthèse, la caractérisation, réfléchir à nos résultats, les mettre en perspective vis-à-vis de la publication, essayer de trouver des critiques à faire pour finalement au bout d'un an présenter nos résultats et avoir eu quand même un premier pied déjà dans ce que ça peut être vraiment la recherche en laboratoire face à des résultats qu'on ne comprend pas forcément. Si je peux compléter ce que Pierre a dit, en effet, les PSE, c'est vraiment une véritable initiation à la démarche de la recherche et les sujets qui sont proposés, donc Pierre a illustré un sujet, mais il y a une trentaine, voire une quarantaine de sujets qui sont proposés par les enseignants qui s'occupent du module.
et c'est des sujets qui vont aussi bien qui vont de la physique, enfin, physique, chimie, biologie. Ce sont des sujets qui touchent plus ou moins à tous les domaines actifs dans la recherche. Et aussi, si je peux rajouter, on nous propose des sujets, mais si on trouve un sujet avec notre groupe qui nous plaît, qui n'a pas été forcément proposé, et on a déjà une base bibliographique dessus, on peut proposer le sujet, on peut carrément proposer son propre axe de recherche pendant un an. Je sais que dans ma promotion, il y en a qui avaient travaillé sur la détection d'ondes cérébrales avec un casque pour créer un jeu vidéo, voilà, par exemple. Si je peux rajouter juste une remarque là-dessus, il y a aussi, pour aussi appuyer le fait que c'est une activité très spécifique, il y a un cahier des charges. On n'a pas le droit de proposer 2 fois de suite le même sujet. C'est-à-dire que tous les sujets dont on parle là sont systématiquement chaque fois des sujets nouveaux, y compris pour les enseignants. Ce n'est pas comme des TP où on refait chaque année les mêmes choses avec un but pédagogique et un but d'apprentissage de techniques, etc. Là, c'est chaque fois un sujet de recherche nouveau. Et il y a déjà eu certains sujets qui ont donné lieu à un dépôt de brevet ou à une publication. Donc, le côté originalité du sujet est un point important. Donc, ça veut dire que tout le monde se jette à l'eau dans les PSE. Les élèves comme les enseignants qui les encadrent. Mais ça donne une vraie expérience de recherche. Alors, pardon, je vais un problème de micro. Merci beaucoup pour vos explications. Donc, comme vous avez pu voir, les PSE, c'est vraiment l'occasion d'avoir un vrai contact avec qu'est-ce que c'est que la recherche en laboratoire, et c'est une belle découverte, on va dire. Donc, ensuite, comment se passe la 3e année? Alors, pour la 3e année, elle débute, on va dire, à peu près juillet de la fin de la 2e année. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la 3e année commence par un stage industriel de 6 mois, donc de juillet à décembre, donc obligatoirement dans une entreprise, et à la suite duquel les élèves reviennent à l'ESPCI, puisque le stage peut se faire en France comme à l'étranger. Et quand les élèves reviennent, ils ont ensuite 2 cours à l'école. Et pour ces 3 mois, ils doivent choisir 4 UE, donc des unités d'enseignement, parmi 17 disponibles, c'est-à-dire qu'en fait, ils font un choix de leurs cours, et c'est le premier moment à l'ESPCI à partir duquel on peut choisir les cours qu'on prend. Parce que la première année et 2e année sont d'un tronc commun, donc tout le monde doit étudier la même chose. Alors qu'à partir de la 3e année, on choisit les cours qu'on veut prendre. Grâce à ça, on peut choisir la spécialisation qu'on va avoir sur notre diplôme à la fin de l'ESPCI, donc à la fin de la 3e année pour le diplôme d'ingénieur. Et en fait, cela dépend des UE qu'on choisit. Donc, pour avoir une spécialisation, il faut avoir 2 UE qui soient choisis dans la spécialisation. Donc, si on veut la spécialisation chimie, il faut 2 UE de chimie. Et si, par exemple, on a 2 UE en physique et 2 UE en chimie, on peut choisir la spécialisation qu'on souhaite avoir sur notre diplôme. Donc, pour ça, je vais peut-être laisser Pierre, qui est en 3e année, qui a justement choisi ses UE cette année, en parler un petit peu. Ok. Je parle des UE ou de la 3e année en général? Ouais, de la 3e année en général. Ok. Alors, à la fin de la 2e année, moi, j'ai voulu travailler sur de la chimie, physico-chimie en industrie. Donc, je suis parti en Belgique dans une entreprise qui s'appelle AGFA et qui travaille sur toutes les technologies d'impression, papier pour l'impression et papier pour le médical, pour les radios. Et donc, j'ai travaillé sur l'encapsulation, donc c'est de la physico-chimie pendant 6 mois, avant de revenir à l'école début janvier, pardon. Et je savais que je voulais donner une teinte chimie à mon parcours de toute façon, tout en gardant un aspect matériau qui est quand même l'aspect qui me plaît beaucoup. Du coup, j'ai pris notamment de la chimie de synthèse, donc ça va être de la chimie organique, mais vraiment appliquée à des technologies ou des matériaux, de la chimie inorganique avec un aspect catalyse, énergie. J'ai aussi pris donc la grande spécialité, on va dire, de l'ESPCI, notamment depuis Pierre-Gilles Lejeune, qui est la matière molle, tout ce qui est colloïdes, polymères, etc. Et enfin, pour garder un petit peu de physique, j'ai continué la mécanique des fluides, parce que si on regarde toutes les UE ensemble, on peut voir qu'il y a beaucoup de connexions possibles. Donc, quand on prend un thème de recherche, on peut très facilement avoir un mélange de ces matières. Et donc ça, c'est aussi la force des 2 années de tronc commun, c'est de pouvoir, par la suite, pouvoir aborder énormément de problèmes de plusieurs points de vue pour finalement avoir une compréhension plus complète que certaines personnes qui auraient fait que de la chimie ou que de la physique ou que de la bio.
Et donc, finalement, j'ai une spécialisation chimie sur mon diplôme. Enfin, j'aurai une spécialisation chimie sur mon diplôme. Et pour mon projet de recherche de 3 mois, du coup, j'étais censé partir à Zurich, en Suisse, pour travailler sur des hydrogels adhésifs autour de la chirurgie et de la délivrance de médicaments. Mais à cause du coronavirus, je n'ai pas pu partir. Et donc, du coup, là, je suis en télétravail et je suis avec un des laboratoires de l'ESPCI sur encore des hydrogels, mais cette fois appliqués à la délivrance de cellules pour soigner potentiellement des AVC. Et donc, je suis en télétravail, donc je n'ai pas encore repris le travail en laboratoire. Je fais plus de l'analyse d'images pour la thésarde avec laquelle je travaille. Avant, j'espère pouvoir revenir en laboratoire d'ici 2 semaines. Donc, merci Pierre. Est-ce que Louis ou l'autre Pierre veulent parler un peu de leur projet de recherche puisqu'ils ont pu aller au bout de ce projet de recherche? Ouais, si tu veux, moi je peux parler du mien. Donc à la fin de ma 3e année, je suis parti en projet de recherche à Stanford University, donc en Californie. J'ai travaillé sur les perovskites, c'est un nouveau matériau qui est en bonne voie en tout cas pour devenir le matériau qu'on utilisera dans les cellules solaires de demain. Parce que par rapport au silicium, etc., est beaucoup plus facile à fabriquer. Et donc, j'ai fait notamment des rayons X. Donc, les rayons X, c'est utilisé pour voir le cristal. Donc, globalement, c'était de la cristallographie, ce que j'ai fait. Et du coup, beaucoup d'expérience avec une machine hyper chère pour sonder le cristal. Et voilà, en fait, les projets de recherche, c'est super intéressant parce que c'est facile d'en avoir un qui est à l'étranger. Donc, moi, je suis parti facilement à Stanford, c'est la 2e université classée au monde. Pierre, il est parti à Harvard. Enfin, on a beaucoup de gens ont facilement accès à des laboratoires de très haute renommée. Et donc, ça, c'est un gros plus dans nos cursus. Et voilà, donc c'était une belle expérience. Et donc, moi, j'ai fait 3-4 mois, mais en général, c'est ça. Voilà. Si je peux compléter sur la 3e année en général, en fait, la 3e année, il y a 2 stages. Il y a le stage industriel et le projet de recherche qui se fait dans le domaine académique. Donc déjà, à la fin de la 3e année, on a quand même une belle vue j'anticipe un peu sur les perspectives, mais on a une vue à la fois de la recherche dans le monde industriel, en R&D, j'étais chez Michelin par exemple, et de la recherche dans le côté académique. Donc je corrige Louis, j'étais pas à Harvard, mais j'étais au MIT. Voilà. Et, mais rien qu'avec ces 2 stages-là, on a quand même un beau spectre de perspectives et de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec tout ce qu'on a appris à l'ESPCI et qu'on peut faire des choses super intéressantes rien qu'avec ce qu'on a vu pendant les 2 premières années et ce qu'on voit aussi sur le terrain. Merci à vous deux du coup d'avoir complété les informations. Je vais d'ailleurs rebondir là-dessus. Il faut savoir que parmi le stage industriel et le projet de recherche à l'ESPCI, il y en a au moins un des 2 qui doit être fait à l'étranger. Et c'est obligatoire. Donc c'est vraiment l'occasion justement de sortir de la France, d'aller découvrir un peu ce qui se passe autre part. Et c'est vraiment intéressant parce que la manière de fonctionner, la manière de faire de la recherche, c'est pas forcément la même. Et donc c'est l'occasion d'en apprendre plus. Et justement, si on veut travailler plus tard à l'étranger, c'est l'occasion d'avoir une image, une idée de ce qui se passe autre part qu'en France. Donc, à la fin de cette 3e année, on obtient, comme l'avait expliqué M. Carminati, le diplôme d'ingénieur de l'ESPCI. Et on peut, si l'on souhaite, mais c'est très rare, arrêter l'ESPCI à ce moment-là. Il faut savoir que 80% des élèves continuent l'ESPCI et font la 4e année, qui est donc facultative. Cette 4e année, elle est là, en fait, pour se spécialiser. Parce qu'en fait, en 3 mois de cours, en 3e année, on n'a pas beaucoup de temps pour aller au bout de la spécialisation. Donc, on est bon partout, mais il n'y a pas un domaine dans lequel vraiment on est vraiment très bon, quoi. Donc, la 4e année, elle est là justement pour aller faire un master de recherche, un master spécialisé, un double diplôme ou une école d'application pour aller au bout de notre programme scientifique et se spécialiser dans un domaine qui nous plaît. Donc, comme l'expliquait aussi M. Carminati tout à l'heure, à la fin de la 4e année qui est facultative, on obtient cette fois-ci
le diplôme de fin d'études de l'ESPCI, donc le master de l'ESPCI, et parallèlement, on obtient le diplôme de l'établissement d'accueil. Donc, si on a fait un master à l'ENS, on obtient le master de l'ENS. Donc, voilà, pour la 4e année. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, à les mettre dans la conversation. Alors, j'arrive pas à passer ma diapo. Voilà. Peut-être développer, si on a le temps, avec Louis, la 4e année, le 4e Ah oui, année qu'on fait. allez-y, Si tu veux. n'hésitez pas si vous voulez en Yes, faire un vas-y. petit mot maintenant. Tu veux commencer, Louis ou... La 4e année, c'est vraiment, comme l'a dit M. Carminati, en fait, c'est un complément, mais hyper utile par rapport à la formation qu'on a à l'ESPCI, parce qu'en fait, déjà, il y a une très grosse partie des gens qui vont faire un master, donc souvent dans l'université PSL ou alors à Paris, ou même il y en a qui partent à l'étranger faire un master. C'est un master qui va permettre de compléter la formation, surtout en recherche dans un domaine très précis. Donc, par exemple, moi, je peux vous expliquer ce que j'ai fait. Je suis parti en master de physique théorique à l'ENS, donc physique de la matière condensée. Et en général, ces masters-là, c'est pour ensuite partir sur un cursus recherche. Donc, c'est-à-dire que la majorité des gens qui font ces masters-là, ils partent après en thèse. Et après, il y a une deuxième grosse majorité des gens qui, eux, partent en double diplôme souvent et qui, donc, eux, ont plutôt envie de s'écarter de la recherche et vont donc compléter leur formation avec une année de double diplôme, par exemple aux mines, et avoir une formation d'ingénieur, on va dire, plus technique, avec des matières, par exemple, de droit du travail, de communication, de marketing, etc., qu'on ne développe pas forcément énormément à l'ESPCI. Et donc, ils vont venir compléter leur formation avec ça. Donc, c'est vraiment, cette 4e année, elle nous permet de donner le choix de où on va partir par la suite. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Yes, je vais peut-être rajouter que en effet, tu as des doubles diplômes qui sont aux mines. Tiens, Louis, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Merci. Je sais pas si c'est moi. Bref. Oui, il y a des doubles diplômes qui sont aussi dans d'autres écoles, genre à HEC ou à l'ESSEC, par exemple, pour vraiment être dans un domaine beaucoup plus finance, ou vraiment ce que disait Louis, s'écarter des sciences. Mais oui, en général, la 4A, c'est véritablement pour enchaîner sur... la 4A dans des masters, c'est pour enchaîner sur une thèse en général. J'ai pris un master de chimie et je vais faire une thèse aussi plus tard en chimie, en physico-chimie. Donc voilà, mais la 4e année est vraiment indispensable pour vraiment être disruptif, comme disait à juste titre M. Carminati. Et si je peux peut-être rajouter un dernier truc, même si je ne suis pas en 4e année, Louis disait qu'on s'orientait vers la recherche. Après, il faut savoir aussi que vous verrez, parce que vous viendrez à l'ESPCI, vous verrez pendant les conférences entreprises que très souvent, on vous dira quand même aussi que pour bien travailler en tant qu'ingénieur R&D, donc rester quand même d'un côté entreprise, il faut aussi faire une thèse de plus en plus aujourd'hui. Donc, partir sur un master type ICFP ou comme Pierre a fait et que je vais faire du coup aussi l'année prochaine, c'est certes pour faire une thèse après, mais ça ne nous écarte absolument pas du monde de l'entreprise, bien au contraire. Yes, Je vais dire la même chose, mais du coup, je complète un tout petit peu. Parce que, excusez-moi, je pense qu'il y a un message important parce que vous n'avez pas forcément encore, peut-être à votre niveau, une vision de ce que ça veut dire faire une thèse. Les chiffres à l'ESPCI sont assez clairs. Hein. À peu près entre 65 et 70% des étudiants vont faire une thèse. Mais 80 ou 85% de ceux-ci, ensuite, vont dans l'industrie. D'accord ? Donc, faire une thèse, ça ne veut pas dire ensuite, forcément, devenir chercheur dans le monde académique. D'ailleurs, il y a très peu de postes de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs dans le monde académique par rapport aux postes qu'il y a dans le privé. D'accord ? Donc, ne pensez pas que thèse, ça veut dire recherche. Thèse, pour l'écrasante majorité de nos étudiants, ça veut dire ensuite rentrer dans des grands groupes industriels ou bien rentrer dans des petites boîtes, voire même créer une boîte. Donc, ça veut dire évidemment rentrer dans une carrière d'ingénieur par la R&D, mais ensuite, ça peut donner lieu à toutes les évolutions qu'on puisse imaginer. Et sur l'international, je voulais rajouter aussi rapidement deux choses. Je pense que vous l'avez compris, mais j'insiste quand même. La proximité à la recherche à l'ESPCI, c'est un énorme levier pour l'international. La recherche de haut niveau, ça se fait au niveau international.
D'accord. Moi, je travaille en anglais toute la journée quasiment. D'accord. Et donc, les chercheurs voyagent sans arrêt. On a des réseaux partout. Vous avez vu des exemples de nos élèves là, qui sont partis au MIT ou à Stanford. C'est beaucoup par les réseaux qu'on a dans les centres de recherche. Donc, ça, c'est un énorme levier pour l'international. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que le diplôme de thèse, Pierre en a parlé un peu, mais c'est au jour d'aujourd'hui le seul diplôme qui est reconnu dans tous les pays au même niveau. Donc ça, c'est important aussi pour les carrières internationales. Avoir un titre de docteur, c'est fondamental. D'accord. Ingénieur d'une grande école française ou ingénieur de certaines écoles techniques en Inde ou en Allemagne, ça ne représente pas forcément la même chose. Donc, ce que je dis, ce n'est pas des jugements de valeur, hein. C'est juste que ce n'est pas forcément les mêmes types de diplômes. Et donc, les gens vont chaque fois se dire, oui, mais c'est ingénieur de quel type? Docteur, on ne vous posera jamais la question. Vous êtes docteur, tac, directement, ça fixe un standing, un niveau de reconnaissance. Voilà. Donc ça, ce n'est pas négligeable non plus. Et c'est de plus en plus important dans le monde actuel. Merci beaucoup pour... Excuse-moi, c'est juste. Excuse-moi, non, je vais juste si vous voulez avoir plus d'informations sur cette question, il me semble que c'est sur la chaîne YouTube aussi de l'ESPCI. Il y a une conférence en début d'année dernière qui s'appelait Ingénieur Docteur. Pourquoi? Et vous trouverez toutes les informations sur pourquoi c'est très très intéressant d'avoir cette double casquette d'ingénieur et surtout de docteur. Bon, bah, merci à tous pour les précisions que vous avez rajoutées à ce diaporama. Donc, on va maintenant passer à qu'est-ce qui se passe après la 4e année. Donc, on a parlé un peu de cette histoire de thèse. Donc, j'arrive à ma slide suivante si elle passe. Les perspectives. Donc, il faut savoir, comme l'a dit M. Carminati, que 65 à 70% des élèves de notre école font une thèse après la 4e année. Et donc, la thèse, ça ne veut pas dire qu'ensuite on ne va pas dans l'industrie. Comme tout a bien été expliqué tout de suite, il y a beaucoup d'élèves qui finissent quand même dans l'industrie. La thèse, ça ne veut pas dire recherche, comme ça vient d'être expliqué. Et donc, quelles sont les carrières après la thèse ou alors sans thèse que font les élèves après le SPCI? Donc, vous avez ici un diagramme à peu près explicatif de dans quel domaine vont souvent les élèves après le SPCI. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais je ne vais peut-être pas commenter complètement ce diagramme, mais du moins vous voyez qu'on peut aller dans plein de différents domaines et que ça dépend que de nous, c'est-à-dire que c'est à nous de faire notre parcours en fait. On a choisi notre spécialisation, on choisit notre 4e année, on choisit notre thèse ou notre sujet de thèse, ou du moins on a une certaine variabilité sur le sujet de thèse qu'on peut avoir, et donc c'est nous qui construisons notre avenir à partir des bases fondamentales que le SPCI nous a données. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut commenter les carrières ou les perspectives qui viennent après le SPCI. Est-ce que peut-être les deux Pierre ou Louis, vous voulez parler de ce qui vous plairait après peut-être, ou même parler de la thèse vers laquelle vous vous orientez? Yes. Bon, allez, je vais commencer. Alors, du coup, après donc, le master de chimie à Sorbonne Université, donc là, je vais attaquer une thèse à l'ETH, à Zurich, très axée sur un sujet qui, comme disait Pierre, est très pessin dans la mesure où c'est très matériaux, physico-chimie des matériaux, enfin, dans la lignée de Pierre Gilles de Gênes. Donc voilà, c'est une thèse que je vais faire dans... Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais c'est une thèse sur un sujet qui est très interfacé avec l'industrie. Et c'est-à-dire que c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup d'industriels et je peux avoir des connaissances dans des domaines qui pourront intéresser les industriels après pour une embauche dans la R&D. Donc, en effet, c'est vrai que je m'oriente plus après ma thèse vers la R&D dans des groupes comme Michelin, comme Sika, comme Solvay par exemple. Et je pense Saint-Gobain par exemple, voilà, c'est des partenaires industriels qui ont aussi beaucoup de liens avec le SPCI, qui permettent aussi d'avoir un très très grand vivier aussi de stages pour la 3e année. Ok, bah moi du coup, après mon master à l'ENS, donc un master de physique de la matière condensée, donc c'est physique quantique dans les solides, je vais faire l'année prochaine une thèse d'optomécanique pour la détection de virus.
Donc l'idée, en fait, c'est de faire de la nanofabrication de semi-conducteurs dans lequel on va avoir un couplage optique mécanique. Vous connaissez certainement la pression de radiation. Les photons, quand ils tapent une surface, ils vont exercer une pression. Là, c'est pareil. On a dans des matériaux qui sont de taille micrométrique ce phénomène-là. Donc, c'est un mélange d'optique, de quantique, mais aussi, en fait, on va travailler sur la détection de virus. Donc, c'est aussi il y a un côté biologie, et c'est là aussi que la formation à l'ESPCI, quand j'ai vu ce sujet, elle m'a permis d'y aller les yeux fermés, parce que je me suis dit, ok, les gens avec qui je vais travailler, c'est des très bons opticiens. Des opticiens, c'est ceux qui font de l'optique, c'est pas ceux qui vendent des lunettes. C'est des très bons opticiens, c'est des gens, ils connaissent énormément comment faire de la nanofabrication, etc. Mais là, on va appliquer ce projet-là à la détection de virus. Et eux, la biologie, ils connaissent pas du tout. Et donc moi, vraiment, l'intérêt que j'ai eu, j'ai eu un gros intérêt pour cette thèse justement pour ça, parce que ça mélangeait la physique pour l'application à la biologie. Et en même temps, c'est un sujet qui est dans la tendance, quoi. La détection de virus. Donc, voilà. Alors, merci à vous deux pour toutes les explications sur vos thèses. Pierre Marcaille, est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter ou pas sur ce qui te plairait après ce qui me plairait après si, j'ai une idée quand même, dans le sens où j'ai compris, en tout cas avec le SPCI, que j'imaginais absolument pas m'axer juste sur un domaine scientifique en particulier. Et donc, par exemple, pour revenir à la répartition des cours que tu avais fait au tout début, tu avais par exemple classé la physique, la mécanique des matériaux dans la partie physique. Mais par exemple, le fait d'avoir eu tous ces cours à l'ESPCI font que typiquement ce cours s'applique très bien à la matière molle, au polymère. Enfin, c'est des connaissances qui quand même se recoupent. Et donc, ça permet d'ouvrir beaucoup de perspectives. Après, particulièrement moi, l'année prochaine, je vais faire le même master que Pierre, le RIC, du coup. Ouais, je sais. Et après, je m'orienterai, c'est sûr, je vais m'orienter sur une thèse. Après, je n'ai pas forcément encore de préférence sur la recherche académique ou l'industrie. Je suis encore très, très ouvert. C'est pour ça que je fais une thèse aussi. C'est pour me permettre encore. Je sais que ça va me plaire de toute façon. Le peu de choses que j'ai déjà fait en projet de recherche et le contact que j'ai eu avec ma thésarde, je comprends que c'est quelque chose qui m'intéresse de base, vouloir faire une thèse. Après, comme j'avais déjà dit, je ne sais plus quand, je reste ouvert à beaucoup de choses. Et voilà. Et ce sera certainement orienté matière molle ou matériaux pour l'énergie, l'environnement ou la santé. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense qu'on arrive à peu près à la fin de cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation et on pourra donc y répondre, parler de notre expérience à l'ESPC, et on pourra aussi rajouter, si vous avez besoin d'autres questions sur plus précisément, on va dire, les perspectives, je peux avoir des données complémentaires. D'ailleurs, je rajoute que dans la conversation, vous retrouverez le lien pour la conférence ingénieur-docteur dont Pierre parlait tout à l'heure. Alors, merci Augustin pour ta question. Des précisions sur le cours de biologie. Alors, moi, je vais parler pour ma part en première année. En première année, on a un module de biologie cellulaire, un module de biologie moléculaire. Donc, la biologie cellulaire, comme son nom l'indique, c'est tout le fonctionnement de la cellule, de l'ADN jusqu'au transport des protéines et les différents types de cellules, le fonctionnement des tissus. Pour la biologie moléculaire, dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus centré sur, d'un point de vue microscopique, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à la base des interactions entre deux nucléotides, comment ça s'accroche, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir toute cette machinerie cellulaire d'un point de vue interaction électrostatique, etc. Donc ça, c'est plus pour l'aspect biologie moléculaire. Et il me semble qu'en termes de biologie plus généralement, on a un cours en deuxième année, je crois, de physiologie, mais je pense que je vais plutôt laisser Pierre ou Louis parler là-dessus. Physiologie en deuxième année, donc en premier semestre de deuxième année, il y a physiologie
qui se concentre plus sur des fonctions du corps humain, genre on va étudier le sommeil, par exemple, qu'est-ce qui dans l'organisme va provoquer le sommeil, plein d'autres fonctions. Plein d'autres fonctions. On est vraiment centré sur les fonctions dans le corps humain, par exemple. On a aussi sur la vision, sur le sommeil, sur plein de... Voilà, L'insuline, voilà, l'acétylcholine. voilà En fait, ça, tout ça. en fait, Et je vas-y. pense l'idée de ce cours, globalement, et c'est pas forcément appliqué à l'homme en général, enfin, ça peut s'appliquer à tout être vivant, c'est de comprendre. En fait, au fil des 2 premières années, on voit de plus en plus grand en termes de biologie. On Ouais. commence d'abord avec la biochimie, biologie moléculaire, puis on va à l'échelle de la cellule, et finalement, on va à l'échelle d'un être vivant complet, finalement. Et l'idée, c'est de comprendre comment tout est régulé dans le corps pour assurer l'équilibre et la survie. Mais ce qui est très important avec ce cours de physiologie, c'est les TP qui vont avec. C'est-à-dire que ces TP, ça ne va pas être simplement des TP de physiologie. Ça va être des TP qui vont nous ouvrir des perspectives en tant qu'ingénieur sur des domaines de santé dans lesquels on peut appliquer nos connaissances. Donc, que ce soit par exemple pour la délivrance régulée de médicaments dans le cas de la glycémie ou pour les battements du cœur, l'ouïe, l'audition ou la vision ou le sommeil, développer des outils high-tech pour pouvoir contrôler tout ça et comprendre ce qui se passe. Donc, c'est vraiment avoir des bases solides en physiologie, biologie cellulaire et biologie moléculaire et réussir, et là encore, c'est le gros avantage, à appliquer toutes les connaissances qu'on a des autres matières sur ces domaines-là pour avoir beaucoup de champs d'application qui s'ouvrent pour plus tard. Et pour finir, en 3e année, il y a aussi quelques modules qui proposent d'autres cours de biologie plus avancés que j'ai pas pris, mais il y a aussi des cours de biologie aux interfaces avec la physique et aussi des interfaces avec la chimie, me semble. Et justement, c'est avec ces cours de biologie-là qu'on peut prendre la spécialisation biotechnologie à la fin de la 3e année sur notre diplôme. Donc voilà, n'hésite pas, Augustin, si tu as d'autres questions. Sur les cours de biologie, si je peux. Vas-y. Ouais, si je peux rajouter 2 trucs sur les cours de biologie, surtout, donc moi, quand je suis arrivé à l'ESPCI, j'avais un peu peur. La biologie, je n'en avais pas fait depuis la terminale. Je pense que c'est à peu près tous votre cas, à part 2 BCPST qui vont être dans la promo. Et les CPES aussi. Et des CPES, pardon. Et en fait, n'ayez pas peur, en fait, parce qu'on recommence au tout début et c'est vraiment, on est vraiment accompagné là-dessus. Et aussi, je voudrais rajouter que la biologie, c'est un domaine où il y a énormément de champs d'application et de recherche qui est proposé. Nous, on voit défiler des thèses en biologie partout. Il y en a énormément, plus que dans d'autres domaines. Et en fait, c'est là où le profil d'ingénieur ESPCI devient intéressant pour la biologie. C'est qu'en fait, souvent, ils vont rechercher des profils de gens justement qui ne font pas que de la biologie parce qu'on va essayer d'appliquer d'autres. Donc, on va appliquer, par exemple, ce que je fais, moi, la physique avec la biologie, mais par exemple, il y a aussi la microfluidique où on va l'appliquer pour la biologie, on va appliquer la chimie pour la biologie, la physico-chimie avec la matière molle pour la biologie. En fait, la biologie, c'est vraiment un champ d'application. Et donc, il y a aussi des PC1 qui font de la biologie pour la biologie. Et il y a aussi de la biologie pour la biologie, oui. Tout à fait. Mais merci d'avoir complété. D'ailleurs, Augustin, n'hésite pas, si on n'a pas bien répondu à ta question, à reposer une question. Ensuite, il y a une question de Thomas qui nous dit qu'il est donc en psy et qui nous demande s'il y a une aide proposée par l'école pour les programmes de PC qu'il n'aurait pas étudiés. Alors, si tu parles des oraux, ne t'inquiète pas parce que les oraux sont adaptés, c'est-à-dire que l'école sait que les élèves qui sont admis sur titre n'ont pas fait le même programme que PC, donc ils adaptent en fait. Généralement, c'est croissant, c'est-à-dire qu'en physique, au début, on pose des questions de base et ça monte, et pareil en chimie, pour justement voir jusqu'à où on est capable de répondre. Et pour les oraux, c'est surtout une histoire de voir notre manière de réfléchir plus que nos connaissances. Ensuite, dans l'année, il y a des modules de soutien qui sont organisés, donc je pense que je vais en parler un peu, et puis je laisserai Henri, qui est là, compléter parce qu'il était aussi en psy. Donc, en fait, dès le début de l'année, on nous propose de nous inscrire dans des cours de soutien. Il y en a un en chimie orga, pour les gens qui viennent de psy, justement. Et ensuite, pour les gens qui viennent, par exemple, comme moi, qui n'avaient pas fait d'électronique ou qui n'avaient pas fait peu de maths, il y a un soutien de maths, il y a un soutien électronique, il y a un soutien de... Je crois qu'il y en a d'autres. Chimie organique. Ouais, chimie organique, j'ai déjà dit. Ouais. Mais je crois que c'est ça, il y a chimie. C'est il y a les grosses matières qui diffèrent. Il y a les grosses matières qui diffèrent de chaque formation.
C'est ça. Donc, il y a des soutiens qui sont mis en place et il y en a vraiment beaucoup. C'est-à-dire que pendant tout le module où on a chimie organique, on a 2 heures par semaine avec du soutien et on est bien accompagné par un professeur de chimie organique qui est là pour répondre à toutes nos questions pour être sûr qu'on rattrape le programme. Donc, n'hésite pas, Henri, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Ouais, alors c'est ça. Donc, moi, j'étais en MP, j'étais pas Ah, en pardon. PSI, mais la même chose au final, ça revient au même. Donc, c'est surtout la chimie qui était à compléter. Et il faut savoir qu'il y a une pré-rentrée dans lesquelles on revoit vraiment les bases de ce qu'on a fait en PC. Donc, forcément, on ne peut pas rattraper 2 ans de prépa comme ça en une semaine, parce que c'est une pré-rentrée, elle commence une semaine avant la rentrée normale pour ceux qui ont intégré sur concours PC. Et donc, on revoit les bases dans différentes matières. Donc, tu sélectionnes un peu ce dont tu as besoin. Donc, ça va, donc, comme Célis l'a dit, il y a chimie organique, il y a chimie quantique. Enfin, moi, c'était mes 2 principales matières qu'il fallait rattraper. Mais après, tu peux très bien aller en élec, en maths. Et après, c'est ça. Donc, tu as du soutien qui est continu jusque décembre à peu près. Nous, la chimie organique, c'était jusqu'à décembre. Donc, le mercredi soir, on avait 2 heures de chimie en plus pour essayer de compléter un peu de rattraper ce qu'on a perdu et de compléter aussi ce qu'on apprend en cours parce qu'on n'a pas encore forcément les réflexes, donc on revoit bien ça et c'est plutôt utile parce que si on devait s'en sortir tout seul pour, pour tout rattraper, ça aurait été un peu catastrophique, je pense. Donc c'était positif. Ouais, merci Henri d'avoir rattrapé. J'avais oublié de mentionner ça. Il y a une semaine de pré-rentrée, donc tous les admis sur titre commencent une semaine plus tôt. Donc cette année, ils commenceront le 24 août. Et si tout se déroule bien. Et donc, pendant cette semaine, c'est uniquement des cours qui sont dispensés par les élèves, pour les élèves, et justement pour accompagner tous les élèves qui n'ont pas fait le même programme et pour remettre un peu tout le monde à niveau, au moins qu'on ait moins peur, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on est admis sur titre ce n'est pas parce qu'on est admis sur titre qu'on ne mérite pas notre place à PC. On est tous autant méritants, on est tous autant heureux d'être ici, et on a tous le bagage adéquat pour réussir le SPC. Donc ensuite, je vois qu'il y a une autre question de Étienne qui demande est-ce que les programmes de cours sont préétablis? Je pense que je vais laisser M. Carminati répondre là-dessus parce que je ne sais pas répondre à cette question. Donc, c'est-à-dire, est-ce que... Pardon, Je allez-y. pense que nous on est par préétabli. Évidemment, on ne se lance pas au début d'un cours sans savoir où on va. Donc, tous les programmes des cours sont préétablis assez finement, mais ils ne sont pas issus de nulle part. Donc, il y a des processus internes, et y compris des validations externes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, quand un nouveau cours est monté, typiquement le cours d'ondes électromagnétiques, on l'a monté il y a 4 ans. Il y avait un autre cours avant, mais on a complètement changé les choses. Donc, moi, j'ai repris ce cours. Il y a eu un groupe de travail en interne pour monter le contenu. Et ensuite, on a un comité interne, en fait, qui s'appelle le Conseil de perfectionnement, dans lequel, enfin interne, c'est-à-dire que c'est un comité ESPCI, mais dans lequel siègent des gens de l'extérieur, soit des gens du monde de l'industrie, soit des gens du monde académique qui viennent d'autres écoles. Et puis, moi, j'ai dû plancher devant ce Conseil de perfectionnement pour présenter le contenu de l'enseignement dans l'électromagnétique pour qu'il soit validé. Il y a aussi à l'ESPCI un conseil scientifique international, qui est un conseil de très haut niveau avec des personnalités scientifiques. Le directeur vient de changer, le président vient de changer, et à partir de l'année prochaine, le président est un des prix Nobel de physique américains, Stephen Chu, juste pour donner un peu le niveau de ce genre de conseil. Et là aussi, tous les enseignements de l'ESPCI sont tour à tour examinés. Donc ce conseil se réunit chaque année au mois de novembre pour examiner la recherche et l'enseignement. Donc les contenus des cours sont aussi validés par un conseil scientifique de haut niveau comme ça. D'accord ? Donc voilà, les programmes sont préétablis, ils sont proposés par les enseignants qui sont responsables des cours et qui sont censés être des gens compétents dans leur domaine, mais ils sont validés par des instances où il y a des gens de l'extérieur, y compris des gens de l'industrie. Donc j'espère que j'ai répondu à la question, si c'était bien ça votre question, sinon vous demandez un complément. Bon, je crois que c'est bon. En tout cas, merci beaucoup parce que je n'aurais pas su répondre à cette question. Ensuite, on a une question d'Agathe qui demande est-ce qu'on ressent une différence entre les étudiants venant de licence et ceux venant de prépa? Alors, on a un bel exemple parce que moi, je viens de licence et Henri vient de prépa. Je pense qu'au tout début d'année, on peut se dire que les étudiants de licence stressent plus parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le niveau, ce qui est complètement faux. On va peut-être avoir un sentiment au début d'année qui est comme ça, mais la pré-rentrée, elle est là pour nous aider et les cours de soutien aussi. Et ensuite, ça s'efface très rapidement, c'est-à-dire que dès que les premiers TD s'engrangent et dès que les élèves commencent à travailler à la maison, à bien comprendre le cours, etc., la différence, elle s'efface, c'est-à-dire qu'un élève investi qui vient de distance, qui pose des questions, qui se renseigne et qui travaille son cours, il arrivera aussi bien qu'un élève qui a fait prépa.
Certes, en prépa, on a des méthodes de travail, moi qui n'ai pas fait prépa, mais je pense que d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que les prépas ont des très bonnes méthodes de travail et ils sont efficaces dans ce qu'ils font. Mais c'est pas parce qu'on vient de licence qu'on ne peut pas faire la même chose. La licence, ça demande aussi beaucoup de travail et surtout beaucoup d'autonomie vu qu'on n'a personne derrière nous pour nous faire avancer. Donc à l'ESPC, il y a aussi cet aspect autonomie. Donc finalement, on a tous nos avantages, qu'on vienne de licence ou qu'on vienne de prépa, pour bien avancer à l'ESPC. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Et si je peux compléter, juste, donc au final, moi je venais de prépa, mais je n'étais pas du concours PC, donc au final, ça revient un peu au même, j'étais admis sur dossier. Et, et là, je voudrais parler plus au niveau de l'ambiance entre les personnes et pour savoir un peu s'il y a une différence enfin vraiment, si ça fait des groupes presque. Donc en fait, moi, c'était aussi une de mes inquiétudes quand je suis rentré, on va pas se le cacher, parce que je me suis dit, bah, je suis rentré sur dossier, j'ai pas passé de concours, donc à tous les coups, ça va être un peu différent. Et en fait, il n'y a aucune inquiétude à avoir parce que quand on est admis sur dossier, du coup, il y a la semaine de pré-rentrée et qui est là pour te faire rencontrer en avant-première ceux de ta promo et ceux des autres promos aussi. Et donc, tu crées tout de suite des amitiés, tu vois tout de suite du monde. Et après, les PC, ils arrivent et au final, bah, ils viennent et ils sont exactement dans le même, enfin, ils sont dans le même cas. Et donc, franchement, au niveau de l'ambiance, il y a tout le monde qui se mélange et il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Il y a tout le monde qui est considéré égal et on a des très bons groupes où on est mélangés, admis sur dossier, PC. Et au final, ça se fait même plus ressentir. Au bout d'un moment, on ne sait même plus qui venait de. Enfin, on sait même plus qui venait de PC ou qui était plutôt sur dossier. Donc, il n'y a aucune distinction et il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. C'est qu'on s'en fichait à un moment aussi de qui vient de PC, qui vient de. Voilà. Ça, c'est qu'à partir du Complètement, moment où ouais. on est tous à l'ESPCI, on mérite notre place et on est là pour étudier, pour s'amuser. C'est une très belle école et on est là pour en profiter. Donc, il faut plus se poser la question de comment on est venu, quoi. C'est un nouveau départ. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et l'intégration est là pour aider tout le monde aussi. Et voilà, on prépare une intégration qui sera sympa. Tu prêches ta paroisse. Ouais. Là oui, mais on est responsable de l'intégration, il faut bien... Pas toi qu'on va expliquer ça, Louis. Il n'y a plus de questions. Non, je vois plus de questions. Je vais attendre encore un petit peu que si les gens sont en train de taper. Moi, ça m'arrive de prendre du temps de taper, donc on ne sait jamais. Bon, j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Donc, j'espère que cette séance vous a plu et qu'on a pu vous en apprendre plus sur l'enseignement à l'ESPCI. De toute façon, si quelqu'un arrivait en cours de route, ça sera rediffusé sur la chaîne YouTube de l'ESPCI. J'espère que vous serez là aussi pour la prochaine séance, la semaine prochaine. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venus et merci à tous les invités. Ah pardon, je viens de voir qu'il y a une nouvelle question, donc c'est l'occasion de repartir. La question qui nous demande comment se déroulent les partiels. Alors, il faut savoir que le SPCI, il y a une sorte de partie partielle et une partie contrôle continu. Les TP sont évalués par contrôle continu, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on a une unité de TP, par exemple, pendant 3 semaines, on va faire de la chimie organique et on va être évalué à la fin sur nos rendements de réaction, sur le cahier de TP, etc. Donc, ça sera tout au cours de l'année où on évalue sur nos TP. On a parfois quelques interrogations pendant nos TD sur le cours. Et les partiels, ils sont majoritairement fin décembre et fin juin. Et en fait, ce sera une semaine de partiels sur toutes les UE qu'on a eues pendant ce semestre-là. Et donc, on a une évaluation pour chacun des partiels. On est dans les amphithéâtres. Et en fait, à chaque fois, pour les partiels, la majorité des partiels, ça se déroule en 2 parties. La partie A qui est sans document pour montrer qu'on a compris le cours et qu'on a compris l'essentiel du cours, du moins, pour approfondir, pour du moins montrer notre compréhension. Et la deuxième partie qui est avec document, où les problèmes vont un peu plus loin. Et là, c'est surtout de la réflexion et de la rigueur scientifique. Et peut-être que M. Carminati voudra ajouter quelque chose là-dessus. Ou pas particulièrement. Je ne sais pas. C'était très clair. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que se passent les partiels, en tout cas à l'ESPCI. Donc, il y a à la fois du contrôle continu et à la fois des partiels. Et en fait, à chaque fois, les notes de TP et les notes de partiels dans une UE permettent d'avoir la note globale de la matière. Donc, il y a des seuils en dessous de lesquels, si on n'a pas le seuil, on a un rattrapage.
Alors, j'ai plus le seuil exact. Il me semble qu'il faut 10 dans chaque UE. En tout cas, pour notre année, c'est comme ça. C'est 10 dans chaque UE. Donc, dans l'UE chimie, il faut 10. Dans l'UE physique, il faut 10, etc. Et en plus, il faut toujours avoir plus de 5 dans chaque matière. Je crois que c'est ça. Voilà. Et sinon, il y a un rattrapage. Et le rattrapage se fait à l'oral, je crois. Il me semble. Ça dépend des Ça dépend des matières. rattrapages. Autant pour moi. Bon, donc merci pour ta question en tout cas. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. De toute façon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous envoyer un email à Henri et moi. Nos adresses email sont sur le site de l'ESPCI. De toute façon, c'est notre prénom.notre-nom @espci.fr. Donc célis.chevrel@espci.fr ou henri.leweller@espci.fr. De toute façon, c'est sur le site si vous avez besoin de les retrouver. Vous avez aussi nos numéros de téléphone si vous voulez avoir une conversation orale parce que c'est plus pratique pour vous. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, ce Zoom sera sur le YouTube de l'ESPCI. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci aux invités. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et venez au Zoom de vie étudiante et associative la semaine prochaine. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Célis, Henri. Ciao. Pas de soucis.